Simon Chignard, et je vous demande de l'accueillir, s'il vous plaît. Bonjour Monsieur Chignard, je vous en prie. Alors, vous êtes vous ingénieur, vous êtes un spécialiste d'abord quelques années des télécoms et puis aujourd'hui entré dans la data, hein, data editor chez Etalab, on l'a cité. Peut-être on peut rappeler ce que c'est qu'Etalab pour chacun. Alors Etalab, c'est un service qui est en charge de l'ouverture des données publiques et qui est rattaché à la direction interministérielle du numérique, dont notre ministre est ici présent, Monsieur Majoubi. Alors, les données, vous allez nous les définir. Qu'est-ce que c'est que les données personnelles, par exemple, les données publiques? Quels sont les leviers pour qu'elles soient aujourd'hui un enjeu, une création, une capacité de créer de la valeur ajoutée? Voilà le sujet. Vous avez 10 minutes. À vous la parole. Je vous remercie. Merci déjà au Syntec de cette invitation. Vous m'avez invité à intervenir sur les 3 matinées. Donc en fait, je vais essayer de vous faire une intervention qui pourrait servir de fil rouge en fait à ces 3 matinées sur le débat de la donnée. Et c'est un fil rouge autour d'un ouvrage donc, que j'ai publié avec Louis-David Benayer qui s'appelle Datanomics et qui vise à essayer de répondre à cette question qui mériterait non pas un ouvrage mais une bibliothèque, de la question de que valent les données, quelle est la valeur des données. Alors je vous propose une date, parce que toute bonne histoire commence par « il était une fois » avec une date. Et puis vous savez, quand on parle de big data, en général, il y a une date qui revient souvent, et donc j'ai pris celle-là, c'est 1984. Bon, le clin d'œil au roman d'anticipation était un peu facile, mais pourquoi 1984? Parce que cette année-là marque en France le lancement d'un système qui s'appelle Sentinel. On a beaucoup parlé de données de santé, et c'est un exemple dans les données de santé que je vais vous présenter. Vous avez là le papier de recherche, donc il est en anglais, publié dans une revue anglo-saxonne, qui présentait le service Sentinel. Donc en 84, on lançait en France les bases d'un service de téléépidémiologie qui existe encore aujourd'hui, qui est toujours opéré par l'INSERM aujourd'hui. Alors ceux qui se souviennent de l'époque regarderont avec une certaine nostalgie la description du système, puisqu'on nous parle d'un système équipé de 40 mégaoctets de mémoire centrale, d'un système avec 2 lecteurs de disquettes 5 pouces souples. On va rappeler, c'est notre Madeleine de Proust à nous dans le domaine du numérique. Mais ce système a marqué son temps puisqu'on avait le principe, c'est 50 médecins en France volontaires qui rentrent à peu près tous les 10 jours via des Minitel, point Minitel atteint dans une conférence numérique, qui nous permet donc de signaler les cas de grippe qu'ils ont eu à connaître dans leur cabinet de ville. Donc 84, c'est le lancement de Sentinel. J'avance très vite, aujourd'hui on est en 2018, Sentinel existe toujours. C'est la carte de France que vous avez avec les cartes de chaleur et voilà, qui vous indique, c'est notamment Sentinel qu'on utilise aujourd'hui pour dire, vous savez, il est encore temps de vous faire vacciner. Donc le système existe, bien sûr c'est plus sur des Minitel, mais ça fonctionne encore. Mais Sentinel aujourd'hui n'est pas le seul à prédire, et ça marque bien aussi un des éléments de la révolution de la donnée, qui est de dire c'est de plus en plus difficile de dire je suis le seul à produire une donnée. Par exemple, vous avez en haut l'IAS Syndrome Grippot. C'est une société française, bretonne même pour préciser, qui s'appelle Celtifarm Open Health et qui analyse les tickets de caisse de 4000 pharmacies en France. Et en analysant ces tickets de caisse et en repérant sur un ticket de caisse que vous avez acheté du paracétamol, un décongestionnant pour le nez et des vitamines C, que peut-être quelqu'un dans votre entourage, vous-même, votre enfant, votre voisine pour qui vous êtes allé à la pharmacie est en train de subir les assauts de la grippe hivernale. Donc ça c'est un exemple, mais on a d'autres exemples qui se basent sur l'analyse des flux Twitter aussi pour essayer de prédire ça. Donc c'est bien, on voit bien qu'il y a un phénomène important pour comprendre la question de la valeur des données, c'est que quelque part autrefois la donnée c'était comme un produit de luxe. Pour ceux d'entre vous qui ont appris à développer il y a déjà un certain temps, alors je ne parle pas des cartes perforées, mais un peu plus tard, finalement on ne collectait pas beaucoup de données parce que c'est très cher à collecter, à stocker, à produire. Et on a vu un mouvement qui consiste à passer d'une donnée un peu de luxe à une donnée comme une commodité. Alors pourquoi? Allez-vous échapper à la courbe sur la conjecture de Moore? Non, je vous rassure tout de suite. Vous le connaissez par cœur, ça. C'est le fait que les ordinateurs sont devenus, les capacités des microprocesseurs doublent tous les 18 mois. On va passer très vite parce que ça, j'allais dire, c'est un passage obligé dès qu'on vous parle des données. Mais c'est plutôt l'image suivante que je vais vous inviter à retenir parce qu'à mon avis, elle illustre le mieux les enjeux de la révolution de la donnée. Je vous présente le personnage principal du jeu vidéo Wolfenstein.
Ce jeu vidéo, il est sorti à la fin des années 70. Et vous pouvez voir l'évolution du même personnage en 1982, 1992 et 2014. Alors je vous ai épargné la première version du personnage, c'était encore plus simple, hein. Il y avait un fond noir et il avait un pixel blanc sur le nez. C'est ça la révolution de la donnée, en fait. 2014, c'est pas une photo, hein, c'est du photoréalisme, c'est une image calculée. Et en fait, cette image-là, c'est la seule que je vous invite à retenir de ma présentation. En tout cas, c'est la principale. Cette image-là, elle montre bien ce qui est en jeu. En fait, dans les bases de données, que ce soit du secteur public, du secteur privé, c'est ça qui s'est passé. Moi, auparavant, en 1980, si j'étais en 1982 et qu'Amazon existait déjà, il saurait de moi que je suis un homme, que j'ai entre 40 et 50 ans et que je n'habite pas à Paris. Et puis en 2014, il sait que j'ai 42 ans, que j'habite à Rennes, que j'ai un certain nombre d'enfants et que mes dernières transactions datent de telle époque, que j'ai acheté tel livre, puis tel autre, que j'ai regardé celui-là mais que je ne l'ai pas acheté, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on voit bien qu'en fait, sous cet impact de la loi de Moore, ce qui se passe notamment là, c'est qu'on est monté en résolution. Nos systèmes d'information sont de plus en plus précis, ils contiennent de plus en plus de données. Et ça change beaucoup de choses pour des entreprises notamment, puisque d'un seul coup, non seulement on découvre la forme du client, le visage du client, on en sait beaucoup plus pour lui. Vous savez, c'est une petite image. Alors moi, dans mon enfance, j'ai été bercé par les grandes époques des élections présidentielles où on voyait, ça vous rappelle ça quelque chose aussi, on voyait la forme du président qui arrivait, donc ça commençait par le haut. Bon, à l'époque, nos présidents étaient tous dégarnis, donc en fait, le haut de l'image nous donnait pas beaucoup d'informations, parce qu'on nous voyait, on disait ah, qui est-ce, puis hop, on découvrait ça. Finalement, là, c'est un peu la même métaphore qu'on peut voir. Donc ça a eu un impact qui est quand même très important. Mais si c'était simplement une histoire de capacité, on n'assisterait pas, je pense, à la révolution qui est en cours. Le deuxième élément qui est essentiel, il est formulé ici. Je vous ai pris deux images issues d'un catalogue d'un vendeur d'électroménager et d'électronique américain, Radio Shack, je crois l'équivalent de Darty. Et vous avez en haut, en 1984, un modèle transportable. Oui. Appeler ça un PC portable serait un petit peu exagéré, mais il était transportable. Et puis en bas, vous avez un modèle en 2012. Pour se payer le modèle Duo, il fallait le coût du modèle Duo équivalait à 5 mois de travail du salaire de l'américain moyen en 1984. D'accord ? Pour se payer le modèle du bas, il faut 3 jours et demi. 5 mois contre 3 jours et demi. Alors vous allez me dire, c'est parce que les salaires aux États-Unis ont explosé pendant la période. Peut-être. Mais c'est sans aucun doute aussi, puisque non seulement nos systèmes sont de plus en plus puissants, mais surtout ils ont connu, on allait dire, il n'y a pas encore la loi de Moore du coût, mais on pourrait la dessiner en prenant cet exemple-là. Donc tous ces éléments-là combinés des systèmes plus puissants, plus petits, plus miniaturisés, une capacité à collecter de la donnée, hein, vous savez, aujourd'hui il faut bien s'avouer la tentation de dire je peux donc je collecte. Ça aboutit à ce système de données un petit peu comme une commodité. Alors dans Datanomics on a essayé de se poser la question de mais qu'est-ce qui fait la valeur de la donnée? Est-ce que la question c'est que valent les données, c'est combien valent les données? Et finalement en analysant plein de cas et en rencontrant beaucoup de gens qui travaillent sur ces questions, des startups au GAFA, des collectivités, des gouvernements, on est arrivé à un modèle que je vais vous présenter rapidement avec 3 facettes de la valeur des données. La première facette, c'est celle qu'on entend souvent quand on parle des métaphores. On dit la donnée c'est le carburant de l'économie numérique, le fuel, je crois que j'ai entendu le terme tout à l'heure, c'est la donnée matière première. Donc il existe bien aujourd'hui un marché de la donnée comme une matière première, celle qui se vend et s'achète. Alors d'ailleurs, puisqu'il va être question de données personnelles, ce sera un sujet de débat tout à l'heure, mais juste pour souligner, c'est intéressant cette histoire de données matière première en matière de données à caractère personnel. Parce qu'on a une vraie hiatus, on va dire, entre la perception qu'on peut avoir, chacun d'entre nous, de la valeur de nos données personnelles et la réalité économique de cette valeur. Je vous en donne juste un exemple. Il y a quelques années, Havas Media a réalisé un sondage. On a demandé aux Français contre combien d'argent seriez-vous prêt à donner un accès intégral à l'ensemble de vos données à caractère personnel pendant 1 an. Et la réponse était de l'ordre de 500 €. Et il s'avère que la même année, les premières startups américaines qui se lançaient sur ce marché-là, je pense notamment à Datacoup, remboursaient ou offraient des revenus à ses utilisateurs de l'ordre de 5 à 6 $ par mois.
Donc vous voyez bien qu'entre un rapport de 1 à 100, c'est qu'il y a bien quelque chose qui se passe autour de la compréhension qu'on peut avoir de ces marchés-là. Donc la donnée matière première, quand on parle de données à caractère personnel, c'est bien sûr la question des brokers de données, des courtiers de données, mais ce sera, je pense, évoqué dans le débat qui va venir. La deuxième facette, c'est peut-être la donnée comme levier. Ben oui, en fait, avant même d'aller chercher à monétiser des données, et on va voir que sur le sujet de la donnée à caractère personnel, il y a des débats assez forts sur ce sujet, ben la donnée, c'est d'abord celle qu'on utilise pour décider, pour produire, pour agir autrement. Petite recommandation cinéma, si vous n'avez pas vu le film Le Stratège, Moneyball avec Brad Pitt, allez le voir, pas simplement parce que c'est Brad Pitt, mais aussi parce que ça nous parle de la manière dont on peut utiliser des données pour décider autrement. Et ça, c'est un vrai levier. Je pense que d'ailleurs, objectivement, la plupart de création de valeur de ces données aujourd'hui se fait sur cet enjeu de données comme levier, donc plutôt sur un usage et la manière dont on les utilise. Un exemple très simple pour finir sur les données comme levier, la société Uber par exemple est capable de se dire tiens, il faut que j'ouvre mon service dans telle ou telle ville parce qu'elle est capable de connaître le nombre de gens, par exemple à Rennes, qui est une ville qui n'est pas couverte par Uber, elle est capable de savoir chaque jour combien de gens habitant à Rennes ont ouvert l'application, ont essayé d'obtenir une course avec ce service-là. Donc là, on est bien là, pas dans la donnée qu'on vend, mais dans la donnée qu'on utilise. Et puis, dernier élément, la donnée comme actif stratégique. On voit bien qu'il y a certaines données qui donnent à celui qui les contrôle une place stratégique sur son marché. Alors là, on a un exemple célèbre et qui, je pense, est toujours pertinent, la donnée du GPS, vous savez, le système de positionnement satellite américain. Le GPS, c'est un système construit par l'armée américaine qui a coûté 18 milliards de dollars et qui aujourd'hui n'a un accès libre. Bon. Les États-Unis se sont gardés la capacité à dégrader la qualité du signal GPS. Alors par exemple, si vous étiez un habitant du Yémen, de la Somalie ou des zones tribales entre l'Afghanistan et le Pakistan, ce qu'a priori vous n'êtes pas, vous n'auriez accès qu'à un signal GPS dégradé de l'ordre de la centaine de mètres. Donc vous voyez bien, et cet exemple-là est extrême, hein, c'est aussi ce qui a expliqué pourquoi les Européens ont investi dans Galileo. Mais cet exemple montre bien qu'un certain nombre de plateformes aussi sont dans cette logique de données comme actifs stratégiques, c'est-à-dire la capacité à dire finalement je contrôle celui qui ouvre et qui ferme le robinet et qui donc permet ou pas à des entreprises et toute une filière d'exister et de vivre. Voilà, je vous ai présenté très rapidement ce modèle-là, mais bien sûr dans les deux autres matinées on aura l'occasion de développer sur la question des données publiques et des données d'entreprise. Je ne serais pas cruel au point de vous dire en une phrase. Qu'est-ce que c'est que la donnée? Mais, alors Thierry, vous avez bien vu que je n'ai pas levé la main et ce n'est pas un hasard. Non, je pense que c'est extrêmement difficile de définir la donnée. Alors on pourrait dire la donnée c'est pas de l'information. Alors moi ici, alors il y a une image que j'aime bien, c'est de dire finalement prenez un document c'est comme une maison. Et ben nous la donnée, on va s'intéresser à la brique qui a permis de construire le mur, qui a permis de construire la maison. Donc en fait, par exemple, dans cette donnée, dans cette salle, il y a plein de données. Mais on va essayer de partir à la plus petite brique élémentaire. Voilà. Par exemple, votre âge, la couleur de vos cheveux, de votre poids, de votre barbe, poivre et sel, un petit peu comme la mienne. Tout ça fait partie des données. Hein. C'est pas que des chiffres, c'est pas que du quantitatif, c'est aussi du qualitatif. Non, mais on voit bien que c'est multiple, très divers, toutes ces informations, qu'elles ont une nature très différente, qu'on en est plus ou moins l'acteur ou le propriétaire, on ne sait pas trop, mais en même temps qu'elles procèdent d'une dynamique collective sans laquelle il n'y a rien finalement. Hein. C'est comme l'humain au fond, mais c'est donc aussi complexe. Merci pour ces éléments. Je voudrais qu'on salue déjà par quelques applaudissements l'exercice de Simon Chignard. Le niveau de compréhension aujourd'hui du public, c'est quoi pour vous sur ce point? On progresse là, notamment ce matin. Mais... Bien sûr, on progresse. Je pense que surtout ce qu'on peut voir, alors objectivement, les grandes affaires Wikileaks ou autres nous amènent aussi à avoir l'affaire de l'espionnage de la NSA, nous amènent quand même à avoir cette sensibilité, on va dire, dans le public sur ces questions des données, de leur usage et des problématiques. Par contre, je pense qu'on en est encore assez loin d'avoir bien compris toutes les implications et notamment le fait qu'il y a énormément de données qui se construisent par des traces. Hein. Quand vous tweetez, Thierry, derrière chacun de vos tweets, il y a 40 à 50 métadonnées. Et donc on voit bien qu'il y a un décalage entre ce qu'on pense produire et ce qui est la réalité de ces marchés. Merci, on vous retrouve le 4 avril et au mois de mai aussi. Merci Simon pour cet éclaircissement. Je vous en prie.